Avant de plonger dans cette histoire fascinante où l'histoire et la légende se mêlent, je vous invite à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à profiter de ce récit qui vous accompagnera ce soir. Merci d'être là. On vous a dit que Dracula était un vampire, un monstre de fiction créé par Bram Stoker à la fin du XIXe siècle. Mais personne ne vous a vraiment expliqué que derrière ce mythe se cache un homme réel. Un prince valaque du XVe siècle dont la cruauté était si extraordinaire qu'elle a traversé les siècles. Un homme qui empalait ses ennemis par milliers et dînait parmi les mourants. Un homme qui a combattu l'Empire ottoman avec une brutalité qui horrifiait même ses alliés. Comment un prince médiéval est-il devenu le vampire le plus célèbre du monde? Pourquoi sa légende a-t-elle survécu pendant plus de 500 ans? Et surtout, où s'arrête la vérité historique et où commence le mythe? Ce n'est pas seulement l'histoire d'un tyran sanguinaire, c'est l'histoire d'une époque où la violence était monnaie courante, où la torture était un art, où la vie humaine valait moins que rien. C'est l'histoire d'un homme pris entre deux mondes, l'Occident chrétien et l'Orient musulman, tous deux aussi impitoyables l'un que l'autre. C'est l'histoire d'un fils d'otage qui est devenu le cauchemar de ses ennemis. C'est l'histoire d'un défenseur de la chrétienté qui utilisait des méthodes si barbares que même le pape hésitait à le soutenir. Cette nuit, laissez-moi vous emmener dans les Carpates, dans les montagnes brumeuses de Transylvanie et de Valachie, au milieu du XVe siècle. Fermez les yeux, sentez l'air froid des montagnes, mélangé à l'odeur du sang et de la chair brûlée. Entendez les cris des suppliciés, les prières désespérées des condamnés, le silence terrible qui suit une bataille. Voyez les forêts de Pâle, ces pieux pointus sur lesquels des milliers d'hommes agonisent pendant des jours. Vous êtes en 1442. L'Europe de l'Est est un champ de bataille. Les Ottomans avancent, conquérant tout sur leur passage. Et dans ce chaos, un enfant noble apprend les leçons qui feront de lui le prince le plus terrifiant de son époque, la Valachie, une principauté coincée entre deux géants, le royaume de Hongrie au nord et l'Empire ottoman au sud. Un territoire stratégique que tout le monde veut contrôler. Un endroit où les princes changent aussi souvent que les saisons, renversés, assassinés, remplacés dans un cycle sans fin de violence politique. Les boyards, la noblesse locale, conspirent constamment. Les Hongrois interfèrent. Les Ottomans exigent un tribut. C'est un jeu mortel où une seule erreur peut coûter la vie. C'est dans ce monde impitoyable que naît Vlad. Probablement en novembre ou décembre 1431, à Sighisoara, une ville fortifiée de Transylvanie. Son père, Vlad Dracul, est un chevalier de l'Ordre du Dragon, une organisation militaire créée pour défendre la chrétienté contre les Ottomans. Le nom Dracul signifie le dragon en roumain, mais aussi le diable. Son fils héritera de ce nom avec un suffixe, Draculea, qui signifie fils du dragon ou fils du diable. En Occident, on l'appellera Dracula. Mais ce n'est pas le seul nom qui marquera l'histoire. Vlad sera aussi connu sous un autre surnom, plus terrifiant encore, Tsepesh, le mot roumain pour l'empaleur. Un nom gagné par ses méthodes d'exécution favorites. Un nom qui fera trembler ses ennemis. Un nom qui sera murmuré avec horreur pendant des siècles. L'enfance de Vlad n'est pas heureuse. Son père devient prince de Valachie en 1436. Mais son règne est précaire. Il doit naviguer entre les pressions hongroises et ottomanes, satisfaire tout le monde sans mécontenter personne. C'est une tâche impossible. En 1442,
Pour acheter la paix avec les Ottomans, Vlad Dracul fait quelque chose qui marquera son fils pour toujours. Il envoie ses 2 plus jeunes fils, Vlad et Radu, comme otages à la cour du sultan Murad II. Imaginez cela. Vous avez 11 ans. Vous êtes arraché à votre famille et envoyé vivre chez l'ennemi, dans une culture étrangère, dans une langue que vous ne parlez pas, entouré de gens qui méprisent votre religion, sachant que votre vie ne tient qu'à un fil, que si votre père désobéit au sultan, vous serez tué. C'est la réalité de Vlad pendant 6 ans, 6 années formatrices où il apprend la politique ottomane, l'art de la guerre turque et surtout la cruauté comme outil de pouvoir. Les Ottomans ne sont pas tendres avec leurs otages, mais ils ne sont pas non plus cruels sans raison. Vlad et Radu reçoivent une éducation. Ils apprennent le turc, le persan, l'arabe. Ils étudient la littérature, la philosophie, l'art militaire. Ils s'entraînent au combat. Mais ils voient aussi comment fonctionne l'Empire ottoman, comment la peur maintient l'ordre, comment la violence spectaculaire dissuade la rébellion, comment l'empalement est utilisé non seulement comme exécution, mais comme message. Car l'empalement n'est pas une invention de Vlad, c'est une pratique ottomane, bien que d'autres civilisations l'aient aussi utilisée. Mais les Ottomans l'ont perfectionné. Ils savent comment enfoncer le pal de manière à ce que la victime survive des heures, parfois des jours. Comment positionner le corps pour maximiser la souffrance? Comment disposer les corps pour créer l'impact psychologique maximal? Vlad observe tout cela. Il apprend et il n'oubliera jamais ses leçons. Pendant ce temps, en Valachie, la situation politique se détériore. Le père de Vlad essaie de jouer sur tous les tableaux, mécontentant tout le monde. En 1447, les boyards valaques soutenus par les Hongrois se rebellent. Vlad Dracul est capturé, torturé et enterré vivant. Son fils aîné, Mircea, subit un sort encore pire. On lui crève les yeux avec des tiges chauffées au rouge, puis on l'enterre vivant à côté de son père. C'est ainsi que meurent le père et le frère de Vlad. Brutalement, horriblement, trahis par leur propre noblesse. Quand la nouvelle parvient à la cour ottomane, Vlad a 16 ans. Son frère Radu et lui sont les seuls survivants de leur lignée. Radu s'est adapté à la vie ottomane. Il s'est converti à l'islam, est devenu un favori du jeune prince Mehmed, le futur Mehmed II le conquérant. Radu est charmant, beau, diplomate. Vlad est différent. Vlad est sombre, taciturne, rempli d'une rage froide. Il n'a pas oublié qu'il est chrétien. Il n'a pas oublié qui il est. Et il n'a pas oublié ce qui est arrivé à sa famille. Les Ottomans voient en Vlad une opportunité. Ils peuvent l'installer comme prince fantoche de Valachie, contrôlé par eux. En 1448, avec une armée ottomane, Vlad retourne en Valachie et revendique le trône. Il a 17 ans. Son premier règne ne dure que 2 mois. Les boyards qui ont tué son père ne veulent pas de lui. Les Hongrois ne le soutiennent pas. Il est chassé, forcé de fuir en Moldavie, puis en Transylvanie. Pendant les 8 années suivantes, Vlad vit en exil. Il observe, il planifie, il apprend qui sont ses ennemis, qui sont ses alliés potentiels. Il cultive des contacts avec les Hongrois, notamment avec Jean Hunyadi, le régent de Hongrie et le plus grand ennemi des Ottomans. Il se présente comme un défenseur de la chrétienté, prêt à combattre les Turcs. Il attend son moment. Ce moment vient en 1456. Le prince de Valachie, Vladislav II, est tué dans une bataille contre les Ottomans. La Valachie est dans le chaos. Vlad voit sa chance. Avec le soutien des Hongrois, il lance une campagne militaire.
Il bat les forces valaques loyales à l'ancien régime. Il massacre les boyards qui ont trahi son père. Et il s'empare du trône. Cette fois, il ne le lâchera pas facilement. Vlad a maintenant 25 ans. Il est mince, avec un visage long et sévère, des yeux perçants, une moustache épaisse. Les portraits de l'époque le montrent vêtu de fourrure et de brocart, portant un chapeau haut typique des nobles valaques. Il n'a pas l'air d'un monstre, il a l'air d'un prince comme les autres, mais il ne sera pas un prince comme les autres. Dès le début de son règne, Vlad a 2 objectifs. Premier, consolider son pouvoir en Valachie en éliminant toute opposition. Deuxième, défier les Ottomans et arrêter de payer le tribut humiliant qu'ils exigent. Les 2 objectifs nécessitent de la violence. Et Vlad n'hésite pas à employer la violence. Sa première cible est la noblesse boyarde. Ces nobles ont renversé et tué son père. Ils ont conspiré contre tous les princes précédents. Ils considèrent le prince comme leur jouet qu'ils peuvent installer et renverser à volonté. Vlad va leur montrer qu'il n'est pas un jouet. Selon la légende, Vlad invite tous les boyards et leurs familles à un grand festin de Pâques en 1459. Ils viennent, se réjouissant, ne se doutant de rien. Au milieu du festin, Vlad pose une question. Combien de princes de Valachie ont-ils connus? Les boyards les plus âgés se vantent. 30 princes, 40 princes. Ils ont tous servi tant de maîtres. Vlad sourit, puis il donne un signal. Ses soldats entrent. Ils arrêtent tous les boyards présents. Les plus âgés sont empalés immédiatement, leur corps planté autour du palais comme avertissement. Les plus jeunes, avec leurs familles, sont forcés de marcher 50 kilomètres jusqu'au château de Poenari, dans les montagnes. Là, on leur ordonne de reconstruire la forteresse en ruine. Ils travaillent jusqu'à ce que leurs vêtements tombent en lambeaux, jusqu'à ce que leur peau saigne, jusqu'à ce qu'ils meurent d'épuisement. Vlad a décapité la noblesse valaque en un seul coup. Est-ce vrai? Probablement pas exactement comme ça. Les chroniques sont écrites par des ennemis de Vlad, qui ont tendance à exagérer. Mais le cœur de l'histoire est vrai. Vlad a systématiquement éliminé les boyards qui menaçaient son pouvoir. Il en a tué des centaines. Et il a utilisé l'empalement comme sa méthode favorite. Pourquoi l'empalement? Parce que c'est la mort la plus lente, la plus douloureuse, la plus publique. Une personne empalée peut survivre pendant des jours si le pal est positionné correctement. Il est planté dans le corps, souvent à travers l'anus ou le vagin, et sort par le dos ou l'épaule. Le poids du corps fait descendre la victime lentement sur le pal. La douleur est inimaginable. Et pendant tout ce temps, la victime est exposée, debout sur un pieu planté dans le sol, visible de loin. C'est une leçon pour tous ceux qui voient. C'est un message clair. Voici ce qui arrive à ceux qui me défient. Vlad ne se contente pas d'empaler ses ennemis politiques. Il empale aussi les criminels, les voleurs, les menteurs, les moines corrompus, les marchands malhonnêtes, les femmes adultères. Quiconque viole sa loi stricte finit sur un pal. La Valachie devient un état policier où la peur règne. Mais il y a un effet secondaire étrange. Le crime diminue. Drastiquement. Selon les chroniques, on pouvait laisser une bourse d'or au milieu d'une place publique à Targoviste, la capitale, et elle serait toujours là le lendemain. Personne n'osait voler, car tout le monde savait ce qui arriverait aux voleurs. Vlad a créé l'ordre par la terreur absolue. Les histoires sur sa cruauté se multiplient. Certaines sont vraies, d'autres sont probablement exagérées ou inventées. Mais elles révèlent comment Vlad était perçu par ses contemporains. Comme un monstre, oui,
mais aussi comme un dirigeant efficace, un homme qui ne tolérait aucune corruption, aucune trahison, aucune faiblesse. Il y a l'histoire des marchands, étrangers qui se plaignent à Vlad que leurs marchandises ont été volées. Vlad promet de retrouver les voleurs et de les punir. Pendant la nuit, il ordonne secrètement à ses hommes de rendre l'argent volé aux marchands, avec un florin d'or supplémentaire. Le matin, les marchands comptent leur argent et découvrent le florin supplémentaire. Honnêtement, ils vont voir Vlad pour lui rendre le florin qui ne leur appartient pas. Vlad sourit et dit « Si vous n'aviez pas rendu ce florin, je vous aurais tous empalés pour malhonnêteté. » C'est un test. Tout est toujours un test avec Vlad. Il y a l'histoire de l'ambassadeur turc qui refuse d'enlever son turban devant Vlad, disant que c'est contre sa coutume. Vlad dit « Alors, je vais t'aider à respecter ta coutume encore mieux. » Il ordonne à ses hommes de clouer le turban sur la tête de l'ambassadeur avec de petits clous. L'ambassadeur meurt d'infection quelques jours plus tard. Message envoyé aux Ottomans. Vlad ne s'incline devant personne. Il y a l'histoire du moine italien qui visite la Valachie et voit les forêts de pâles autour de la capitale. Horrifié, il demande à Vlad comment il peut vivre avec tant de morts autour de lui. Vlad ordonne immédiatement qu'un pâle en or soit préparé pour le moine, car un homme saint ne devrait pas être empalé sur du bois ordinaire. Le moine, terrifié, dit rapidement qu'il comprend maintenant la sagesse de Vlad et quitte le pays aussi vite que possible. Vraies ou fausses, ces histoires circulent dans toute l'Europe. Vlad devient célèbre, ou plutôt infâme. Il est le prince fou de Valachie, le tyran sanguinaire, l'empaleur. Et les Ottomans commencent à comprendre qu'ils ont un problème. Car Vlad ne se contente pas de consolider son pouvoir intérieurement. Il défie ouvertement les Ottomans. En 1460, le sultan Mehmed II, celui qui a conquis Constantinople 7 ans plus tôt, envoie des émissaires pour collecter le tribut annuel que la Valachie doit à l'Empire ottoman. Ce tribut inclut non seulement de l'argent, mais aussi 500 jeunes garçons qui seront enrôlés de force dans les janissaires, l'élite militaire ottomane. Vlad refuse. Non seulement il refuse, mais il capture les émissaires et les empale. Tous. Il envoie leur tête à Mehmed avec un message. La Valachie ne paiera plus de tribut. C'est une déclaration de guerre. Une déclaration de guerre contre le plus grand empire du monde. Un empire qui a écrasé Constantinople, la ville que personne ne pensait pouvoir conquérir. Vlad, avec sa petite principauté de quelques dizaines de milliers de soldats, défie cet empire. C'est de la folie ou du courage, ou les deux. Mehmed est furieux. Personne ne défie le sultan ottoman. Personne. Il envoie une armée pour capturer Vlad. Mais ce n'est pas une armée ordinaire. C'est une armée dirigée par Radu, le propre frère de Vlad. Radu le Beau, favori du sultan, musulman convaincu, ennemi mortel de son frère, est né. Les Ottomans pensent que Radu aura plus de succès contre Vlad parce qu'il connaît son frère. Mais Vlad connaît aussi son frère. Et il sait qu'il ne peut pas vaincre les Ottomans en bataille ouverte. Ils sont trop nombreux, trop bien équipés, trop bien entraînés. Alors Vlad fait ce qu'il fait le mieux. Il utilise la terreur. En février 1462, une petite armée ottomane de reconnaissance pénètre en Valachie. Vlad les attaque de nuit. Ce n'est pas une bataille honorable, c'est un massacre. Les soldats valaques émergent de la forêt comme des fantômes, tuent tous les Ottomans qu'ils peuvent, puis disparaissent. Pas de prisonniers, pas de quartier, juste la mort rapide et brutale. Mais Vlad ne s'arrête pas là.
Il traverse le Danube avec ses forces et lance une série de raids en territoire ottoman. Pendant les mois de février et mars, il ravage les villes et villages bulgares le long du Danube. Il tue tous les Turcs qu'il trouve. Selon ses propres lettres au roi de Hongrie, Matthias Corvinus, il tue plus de 23 000 personnes. Il brûle les villages. Il détruit les récoltes. Il empale les prisonniers par milliers, créant des forêts de pales visibles depuis des kilomètres. Pourquoi cette brutalité extrême ? Parce que Vlad veut envoyer un message. Il veut que les Ottomans sachent qu'envahir la Valachie aura un coût terrible. Il veut que les soldats turcs aient peur de marcher sur son territoire. Il veut créer une réputation si effrayante que ses ennemis hésiteront. La guerre psychologique, la terreur comme arme. Et cela fonctionne, au moins temporairement. Quand la nouvelle des raids de Vlad atteint Istanbul, Mehmed lui-même décide de marcher contre la Valachie avec une armée massive. 60 000 hommes, peut-être plus. 30 fois la taille de l'armée de Vlad. Une force écrasante qui devrait facilement conquérir la petite Valachie. Mais Vlad ne l'affronte pas directement. Il utilise la tactique de la terre brûlée. Devant l'armée ottomane qui avance, les Valakhènes brûlent leur propre village. Ils empoisonnent les puits, ils détruisent les récoltes, ils tuent le bétail et jettent les carcasses dans les rivières. Ils ne laissent rien que les Ottomans puissent utiliser. L'armée turque avance dans un désert créé artificiellement. Pas de nourriture, pas d'eau potable, juste des villages abandonnés et brûlés. Et puis, il y a les raids nocturnes. Les Valakhènes connaissent chaque sentier, chaque forêt. Ils attaquent le camp ottoman la nuit, tuent autant de soldats qu'ils peuvent et disparaissent dans l'obscurité. Les Ottomans ne dorment plus. Ils sont constamment sur leur garde. Le moral s'effondre. La dysenterie se propage. Les soldats commencent à murmurer qu'ils marchent vers leur mort. En juin 1462, l'armée ottomane atteint enfin Targovishte, la capitale de la Valachie. Mais la ville est vide. Vlad et ses forces se sont retirés dans les montagnes. Et devant la ville, les Ottomans découvrent quelque chose qui les glace jusqu'aux os. Une forêt de pales, des milliers de pales. Sur chacun, un cadavre en décomposition. Des prisonniers turcs capturés lors des raids précédents. Des hommes, des femmes, des enfants. Tous empalés, certains morts depuis des semaines, leurs corps pourris et dévorés par les corbeaux. D'autres morts depuis quelques jours seulement. L'odeur est insupportable. La vue est cauchemardesque. C'est une scène sortie de l'enfer. Au centre de cette forêt de morts, sur le pal le plus haut, se trouve le corps du général ottoman Hamza Pacha, que Vlad a capturé et tué quelques semaines plus tôt. Même dans la mort, le général est vêtu de ses plus beaux habits. Une insulte supplémentaire. Cette scène est trop pour les Ottomans. Même Mehmed, qui a vu tant de batailles, tant de carnage, est horrifié. Selon les chroniques, il dit à ses généraux : « Comment puis-je conquérir les terres d'un homme qui fait de telles choses ? Un homme qui utilise son pouvoir et ses sujets de cette manière. » Pour la première fois de sa vie, Mehmed hésite. L'homme qui a conquis Constantinople recule devant Vlad l'Empaleur. L'armée ottomane se retire. Pas en déroute, mais certainement pas en victoire. Il laisse Radu avec une force plus petite pour continuer la campagne. Mehmed retourne à Istanbul, probablement soulagé de quitter ce pays de cauchemar. Vlad a gagné. Contre toute attente, il a repoussé le plus grand empire du monde. La nouvelle se répand dans toute l'Europe. Vlad devient un héros, le défenseur de la chrétienté, l'homme qui a osé défier les Turcs et qui a survécu.
Mais la victoire est de courte durée. Car Vlad a un problème. Il a gagné contre les Ottomans, mais sa propre population est épuisée. La tactique de la terre brûlée a sauvé la Valachie de la conquête, mais elle a aussi détruit l'économie. Il n'y a plus de nourriture. Les villages sont en ruine. Les gens meurent de faim. Et Radu, resté en Valachie avec son armée, commence à recruter des Valaquènes mécontents. Radu offre quelque chose que Vlad ne peut pas offrir: la paix, la fin de la guerre, la possibilité de reconstruire. Il promet que sous sa règle, la Valachie sera protégée par les Ottomans, mais autorisée à garder sa religion et une certaine autonomie. Pour un peuple épuisé par la guerre et la famine, c'est tentant. Les boyards survivants, toujours prompts à changer de camp, commencent à abandonner Vlad. Les paysans, affamés, se rendent à Radu. Vlad voit son armée fondre. En quelques mois, il passe de défenseur victorieux à fugitif. Il se retire dans son château de Poenari, dans les montagnes. Mais même là, il n'est pas en sécurité. Selon la légende, la femme de Vlad, assiégée dans le château, reçoit un message d'un archer valaque qui avait servi Vlad, mais qui était maintenant du côté de Radu. Le message, tiré sur une flèche à travers une fenêtre, l'avertit que Radu arrive avec une grande armée. Plutôt que d'être capturée, elle monte au sommet de la tour du château et se jette dans la rivière Argèche en contrebas. La rivière portera son nom par la suite, Raül Doamnei, la rivière de la Dame. Vraie ou fausse, cette histoire ajoute à la légende tragique de Vlad. Il perd tout: sa femme, son trône, son armée. Il est forcé de fuir vers la Hongrie, espérant trouver refuge auprès du roi Mathias Corvinus, qu'il considère comme un allié. Mais Mathias a d'autres plans. La politique européenne est complexe. Mathias a reçu de l'argent du pape pour financer une croisade contre les Ottomans. Mais il a utilisé cet argent pour d'autres guerres. Il a besoin d'un bouc émissaire. Il a besoin d'une excuse pour expliquer pourquoi il n'a pas aidé Vlad contre les Turcs. Alors, il fait quelque chose d'extraordinairement cynique. Il accuse Vlad de trahison. Mathias produit des lettres prétendument écrites par Vlad aux Ottomans, proposant une alliance contre la Hongrie. Ces lettres sont des faux, c'est évident. Mais Mathias s'en fiche. Il fait arrêter Vlad et l'emprisonne. Vlad, qui a combattu les Ottomans plus férocement que quiconque, qui a sacrifié son pays pour défendre la chrétienté, est maintenant prisonnier d'un roi chrétien. L'ironie est cruelle. Vlad passera les 12 années suivantes en prison en Hongrie. D'abord dans une forteresse à Visegrad, puis sous une forme d'assignation à résidence plus détendue. Pendant ce temps, son frère Radu règne sur la Valachie comme vassal ottoman. La Valachie connaît enfin la paix, mais au prix de sa soumission aux Turcs. Que fait Vlad pendant ces 12 années ? Les chroniques sont vagues. Il semble qu'il ait continué à prétendre être le prince légitime de Valachie. Il a écrit des lettres aux souverains européens, clamant son innocence. Il a peut-être même essayé de maintenir un réseau de partisans en Valachie. Mais surtout, il a attendu une opportunité de revenir. Cette opportunité vient en 1474. Radu meurt, probablement de syphilis. La Valachie est à nouveau dans le chaos, avec plusieurs prétendants au trône. Mathias, qui a maintenant besoin d'alliés contre les Ottomans, libère Vlad. Mais il y a des conditions. Vlad doit se convertir au catholicisme et il doit épouser une femme de la noblesse hongroise, une cousine de Mathias. Vlad accepte. Il se convertit, bien que personne ne sache s'il est sincère ou s'il fait simplement ce qui est nécessaire pour récupérer son trône.
il épouse la femme hongroise. Il a même 2 fils avec elle. Pendant 2 ans, il vit en Transylvanie, reconstruisant ses forces, préparant son retour. En 1476, l'opportunité se présente enfin. Le prince de Valachie, Basarab Laiota, un allié ottoman, est temporairement affaibli. Avec le soutien de la Hongrie et de la Moldavie, Vlad lance une invasion, sa 3e fois comme prince de Valachie. Il pense que c'est son destin, que Dieu lui donne une dernière chance de libérer son pays des Turcs. Mais les temps ont changé. Vlad a maintenant 45 ans. Il n'est plus le jeune homme impitoyable qui terrorisait ses ennemis. Il est fatigué. Ses forces sont limitées et ses ennemis sont nombreux. Les boyards ne l'ont jamais aimé. Les Ottomans le détestent. Même parmi son propre peuple, beaucoup préfèrent la paix sous un prince fantoche plutôt que la guerre sous Vlad. Son 3e règne ne dure que 2 mois. En décembre 1476, près de Bucarest, l'armée de Vlad affronte les forces de Basarab Laiota, renforcées par des soldats ottomans. La bataille est confuse, les détails sont flous, mais le résultat est clair. Vlad est tué. Comment meurt-il exactement? Personne ne sait avec certitude. Certaines chroniques disent qu'il est tué dans la bataille, combattant jusqu'au bout. D'autres disent qu'il est assassiné par des traîtres parmi ses propres hommes, des boyards qui préfèrent Basarab. D'autres encore suggèrent qu'il est capturé et exécuté. Chaque version raconte une mort différente, mais toutes s'accordent sur un point. Vlad Tepes meurt en décembre 1476, quelque part dans les marais glacés près de Bucarest. Son corps est décapité. Sa tête est envoyée à Istanbul comme trophée, où elle est exposée sur un pieu, une ironie que les Ottomans apprécient certainement. Son corps est prétendument enterré au monastère de Snagov, sur une île au milieu d'un lac près de Bucarest. Mais quand des archéologues ouvrent la tombe en 1931, ils ne trouvent rien. Pas de corps, pas d'os, juste une tombe vide. Où est réellement enterré Vlad? C'est un mystère qui n'a jamais été résolu. Et c'est là que l'homme historique se termine et que le mythe commence véritablement. Car Vlad l'Empaleur ne mourra jamais vraiment. Sa légende grandira au fil des siècles, s'amplifiant, se déformant, fusionnant avec d'autres histoires jusqu'à devenir quelque chose de complètement différent. Un vampire immortel. Comment un prince médiéval devient-il un vampire? Le processus est long et fascinant. Pendant les siècles suivant sa mort, les histoires sur la cruauté de Vlad circulent dans toute l'Europe. Des pamphlets sont imprimés, surtout en Allemagne, décrivant ses atrocités en détails horrifiques. Ces pamphlets sont parmi les premiers best-sellers de l'ère de l'imprimerie. Les gens sont fascinés par l'horreur. Plus le récit est sanglant, mieux il se vend. En Valachie et en Roumanie, Vlad est vu différemment. Il n'est pas un monstre, mais un héros. Un prince fort qui a défendu son pays contre les Ottomans. Un dirigeant qui a apporté l'ordre dans le chaos. Un homme qui n'a jamais trahi sa foi ou son peuple. Les chansons folkloriques célèbrent ses exploits. Les légendes le présentent comme un roi juste, sévère, mais équitable. Cette dualité, monstre en Occident, héros en Orient, persistera pendant des siècles. Elle existe encore aujourd'hui. En Roumanie, Vlad est un héros national. Des statues sont érigées en son honneur. Son visage apparaît sur des timbres, des pièces de monnaie. Les touristes visitent son château, bien que le château de Bron, vendu comme le château de Dracula, n'ait probablement jamais été habité par Vlad.
Dans le reste du monde, grâce à Bram Stoker, il est Dracula le vampire. Bram Stoker, un écrivain irlandais, publie son roman Dracula en 1897. Il ne connaît probablement pas grand-chose sur le Vlad historique. Il emprunte le nom Dracula et quelques détails sur la Transylvanie, mais son vampire est une création presque entièrement fictive. Stoker mélange des légendes de vampires d'Europe de l'Est, des histoires gothiques victoriennes et son imagination pour créer le conte Dracula. Mais le nom colle. Dracula devient synonyme de vampire. Et rétroactivement, les gens commencent à associer Vlad l'Empaleur avec les vampires. On cherche des connexions. On note qu'il était cruel et assoiffé de sang, comme un vampire, qu'il gouvernait la Transylvanie, terre de vampires dans l'imaginaire occidental. Que sa tombe est vide. Peut-être est-il un mort-vivant. Ces connexions sont fallacieuses, mais elles prennent racine dans l'imagination populaire. Le XXe siècle voit l'explosion du mythe de Dracula. Des centaines de films sont faits. Bela Lugosi, Christopher Lee, Gary Oldman, tous incarnent le conte vampire. Chaque génération réinvente Dracula. Parfois, il est un monstre pur. Parfois, un anti-héros tragique. Parfois, un séducteur romantique. Mais toujours, il est Dracula, le vampire le plus célèbre du monde. Et Vlad l'Empaleur, il est perdu quelque part entre l'histoire et le mythe. Les historiens essaient de séparer les faits de la fiction, de comprendre qui était vraiment cet homme. Était-il un tyran sanguinaire, un défenseur héroïque, un fou sadique, un génie politique? La vérité est probablement qu'il était tout cela à la fois. Vlad vivait à une époque brutale, où la violence était monnaie courante. Tous les princes de son époque utilisaient la torture et l'exécution publique. Ce qui distingue Vlad, c'est l'échelle et la systématisation de sa cruauté. Il n'empalait pas seulement ses ennemis politiques, il empalait tout le monde, criminels, boyards traîtres, soldats ottomans, paysans malheureux, moines corrompus, femmes infidèles. Et il le faisait en masse, des dizaines, des centaines, des milliers à la fois. Cette cruauté avait un but. Vlad utilisait la terreur comme outil politique. Il voulait que ses sujets soient trop terrifiés pour le trahir. Il voulait que ses ennemis soient trop effrayés pour l'attaquer. Et pendant un temps, cela a fonctionné. Il a maintenu l'ordre en Valachie. Il a repoussé les Ottomans. Il a créé un régime où, paradoxalement, les gens ordinaires étaient plus en sécurité qu'ils ne l'avaient jamais été, tant qu'ils obéissaient aux lois draconiennes de Vlad. Mais finalement, la terreur n'a pas suffi. On ne peut pas gouverner uniquement par la peur. Vlad a aliéné tout le monde, ses boyards, ses voisins, ses alliés. Quand il a eu besoin de soutien, personne n'était là pour lui. Il est mort seul, trahi, ses rêves de libérer la Valachie inachevés. C'est une fin tragique pour un homme qui a tout sacrifié pour son pays. Alors, qui était vraiment Vlad Tepes? Un monstre ou un héros? La réponse dépend de qui vous demandez. Pour les Ottomans et leurs alliés, il était un démon, un barbare cruel qui devait être détruit. Pour les paysans valaquens qui ont souffert sous sa terreur, il était un tyran impitoyable. Pour les boyards qu'il a massacrés, il était un usurpateur fou. Mais pour d'autres valaquens, ceux qui valorisaient l'ordre et la défense contre les Ottomans, il était un prince fort, peut-être le plus fort qu'ils aient jamais eu. Pour les Hongrois et autres chrétiens européens, Vlad était une figure ambiguë. D'un côté, il combattait les Turcs, ce qui était louable. De l'autre, ses méthodes étaient si barbares qu'elles choquaient même des gens habitués à la violence médiévale. On pouvait admirer son courage tout en étant horrifié par sa cruauté. Pour nous,
regardant en arrière à travers les siècles, Vlad est une énigme. Nous vivons dans une ère où les droits humains sont théoriquement valorisés, où la torture est officiellement condamnée, où la violence d'État est supposément limitée. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre un homme comme Vlad, qui vivait dans un monde complètement différent avec des valeurs complètement différentes. Mais nous pouvons essayer de comprendre son contexte. Vlad est né dans la violence. Son père a été assassiné, son frère torturé et tué. Lui-même a passé 6 ans comme otage, sachant que sa vie pouvait être prise à tout moment. Il a grandi dans un monde où la trahison était commune, où les alliances changeaient du jour au lendemain, où un prince pouvait être sur le trône un jour et mort le lendemain. Dans ce monde, la gentillesse était une faiblesse. La miséricorde était dangereuse. Seule la peur garantissait la loyauté. Vlad a appris ses leçons bien. Trop bien, peut-être. Il est devenu le maître de la peur. Mais en se rendant si terrifiant, il s'est aussi isolé. Il ne pouvait faire confiance à personne. Il ne pouvait se permettre aucune faiblesse. Il devait toujours être vigilant, toujours impitoyable. C'est une manière terrible de vivre. C'est épuisant. Et finalement, cela a contribué à sa chute. Il y a quelque chose de profondément triste dans la vie de Vlad. Un homme intelligent, capable, déterminé, qui aurait pu accomplir de grandes choses dans des circonstances différentes. Mais il était pris au piège entre des empires, forcé de jouer un jeu politique mortel où une seule erreur signifiait la mort. Il a fait ce qu'il pensait nécessaire pour survivre et protéger son pays. Mais le coût était énorme. Des milliers de morts, une réputation de monstre et finalement sa propre mort violente. La transformation de Vlad en Dracula le vampire est elle-même une sorte de tragédie. L'homme réel, avec toute sa complexité, ses motivations, son contexte historique, est effacé. À sa place, on a un monstre de fiction, un vampire assoiffé de sang qui n'a presque rien à voir avec le prince médiéval. Des millions de gens connaissent dans Dracula. Très peu connaissent vraiment Vlad Tepes. C'est l'ironie ultime. Vlad voulait être remembered comme un grand prince, un défenseur de la chrétienté, un libérateur de son peuple. Au lieu de cela, il est devenu un vampire de fiction. Sa vraie histoire est perdue dans l'ombre de son mythe. Le nom Dracula est célèbre, mais pour toutes les mauvaises raisons. Et pourtant, peut-être y a-t-il une justice poétique là-dedans. Car comme les vampires des légendes, Vlad refuse de mourir. Sa légende persiste, génération après génération. Il hante notre imaginaire collectif. Il est immortel, pas de la manière qu'il aurait voulu, mais immortel quand même. Les touristes visitent la Roumanie par milliers, cherchant Dracula. Ils visitent le château de Bran. Ils marchent dans les rues de Sighișoara, où Vlad est né. Ils achètent des souvenirs, t-shirts, mugs, figurines, tous ornés de crocs de vampires. C'est devenu une industrie. Le tourisme Dracula rapporte des millions à l'économie roumaine. Vlad, qui a passé sa vie à se battre pour enrichir et défendre la Valachie, contribue maintenant au PIB de la Roumanie moderne, 500 ans après sa mort. Il aurait peut-être apprécié l'ironie. Mais derrière le kitsch touristique, derrière les films de vampires, derrière le mythe, il y a toujours l'homme réel. Un homme qui a vécu, souffert, combattu et est mort au XVe siècle. Un homme dont les actions, bonnes et mauvaises, ont façonné l'histoire de son pays. Un homme qui mérite d'être étudié, compris, pas seulement mythifié ou diabolisé. L'histoire de Vlad Tepes nous enseigne plusieurs leçons. D'abord, que la violence engendre la violence.
Vlad a grandi dans la violence et y a répondu par plus de violence. Ce cycle ne s'est terminé qu'avec sa mort. Deuxièmement, que la terreur peut être un outil politique efficace à court terme, mais qu'elle ne peut pas soutenir un régime à long terme. Troisièmement, que le contexte compte. On ne peut pas juger les actions de quelqu'un au XVe siècle avec les valeurs du XXIe siècle. Mais peut-être que la leçon la plus importante est celle-ci. Nous devons être prudents avec nos légendes. Nous créons des mythes autour de figures historiques et ces mythes peuvent obscurcir la vérité. Dracula le vampire est une création fascinante, un personnage littéraire brillant. Mais il ne faut pas le confondre avec Vlad Tepes, le prince historique. Ce sont deux entités différentes, même si elles partagent un nom. Vlad mérite d'être étudié pour ce qu'il était réellement. Un prince médiéval qui a régné pendant des périodes tumultueuses, qui a utilisé des méthodes brutales dans une époque brutale, qui a combattu pour l'indépendance de son pays contre des forces écrasantes. Il était cruel, certainement, mais il était aussi courageux, déterminé et à sa manière, dévoué à son pays. C'est une figure complexe qui défie les catégorisations simples. La fascination pour Vlad et Dracula ne montre aucun signe de diminution. Chaque année, de nouveaux livres sont publiés, de nouveaux films sortent, de nouvelles théories émergent. Les historiens continuent à débattre de ses actions et motivations. Les écrivains continuent à réinventer le mythe de Dracula. La Roumanie continue à promouvoir le tourisme Dracula tout en essayant de réhabiliter Vlad comme héros national. Cette dualité est fascinante en soi. Comment un pays peut-il célébrer quelqu'un comme héros tout en profitant de sa réputation de monstre? C'est un équilibre délicat. Les Roumains veulent que le monde connaisse le vrai Vlad, le défenseur contre les Ottomans. Mais ils savent aussi que c'est Dracula, le vampire, qui attire les touristes. Alors ils font les deux. Des musées sérieux sur Vlad l'Empaleur, à côté de boutiques de souvenirs vendant des capes de vampires. Dans les écoles roumaines, Vlad est enseigné comme un héros national. Les enfants apprennent comment il a défendu le pays contre les Turcs, comment il a maintenu l'ordre et la justice. Les aspects les plus sombres de son règne sont souvent minimisés ou expliqués comme nécessaires pour l'époque. C'est une forme de nationalisme historique, une tentative de créer une figure héroïque pour inspirer la fierté nationale. Est-ce approprié? C'est une question compliquée. D'un côté, Vlad a vraiment défendu son pays contre une invasion ottomane. Il a montré un courage remarquable en défiant le plus grand empire de son époque. Il est compréhensible que les Roumains voient cela comme héroïque. D'un autre côté, ses méthodes étaient extraordinairement cruelles, même pour son époque. Empaler des milliers de personnes n'est pas quelque chose qu'on devrait célébrer, quelle que soit la justification politique. Cette tension entre admirer le courage et condamner la cruauté est au cœur de la façon dont nous traitons les figures historiques problématiques. Nous voulons des héros simples, des modèles clairs de vertu. Mais l'histoire ne nous donne que rarement de telles figures. Au lieu de cela, elle nous donne des personnes complexes comme Vlad, qui ont fait des choses à la fois admirables et horribles. Peut-être que la meilleure approche est de reconnaître cette complexité, de ne pas transformer Vlad en héros parfait ni en monstre unidimensionnel, mais de le voir comme il était, un homme de son temps, façonné par des circonstances extraordinaires, qui a pris des décisions que nous trouvons moralement répréhensibles aujourd'hui, mais qui avaient une logique dans son contexte. Cela ne justifie pas ses actions, mais cela nous aide à les comprendre. L'héritage de Vlad s'étend bien au-delà de la Roumanie.
il a influencé notre compréhension des tueurs en série et des tyrans. Le terme draconien, bien que dérivé de Draco, le législateur athénien, est souvent associé à Dracula et donc à Vlad. Quand nous parlons de loi ou de punition draconienne, nous pensons à quelque chose d'excessivement sévère, presque cruel. C'est l'héritage de Vlad. Il a aussi influencé notre compréhension de la terreur comme arme politique. Les régimes totalitaires du XXe siècle, nazis, staliniens, maoïstes, ont tous utilisé la terreur systématique pour maintenir le pouvoir. Vlad était un précurseur de ces méthodes. Il a montré qu'une violence suffisamment extrême et publique peut paralyser une population, la rendre trop terrifiée pour résister. C'est une leçon que les tyrans modernes ont bien apprise. Mais Vlad a aussi montré les limites de la terreur. Son régime n'a pas survécu à sa mort. Il n'a pas créé d'institutions durables, de loyauté véritable. Quand il est mort, personne n'a pleuré. Son empire s'est effondré immédiatement. La terreur peut intimider, mais elle ne peut pas inspirer la loyauté ou l'amour. Elle ne peut pas créer quelque chose de durable. Cette leçon reste pertinente aujourd'hui. Dans un monde où certains dirigeants gouvernent encore par la peur, où la torture et l'exécution publique sont encore utilisées dans certains pays, l'histoire de Vlad nous rappelle que ces méthodes sont finalement autodestructrices. Elles peuvent fonctionner à court terme, mais elles sèment les graines de leur propre destruction. Il y a aussi une leçon sur la manière dont les histoires évoluent. Vlad était un homme réel, avec des actions réelles qui ont affecté des vraies personnes. Mais au fil des siècles, son histoire a été transformée, embellie, déformée, jusqu'à devenir quelque chose de complètement différent. Cette transformation nous montre le pouvoir des narratives, comment les histoires peuvent prendre vie propre, indépendamment des faits historiques. Le mythe de Dracula a complètement éclipsé la réalité de Vlad. La plupart des gens qui connaissent Dracula ne savent rien de Vlad l'Empaleur. Et ceux qui connaissent les deux ont souvent du mal à les séparer dans leur esprit. C'est un phénomène fascinant. Comment la fiction peut être plus puissante que la réalité? Comment un personnage imaginaire peut être plus célèbre que la personne réelle qui a inspiré son nom? Cela pose des questions sur la nature de la vérité historique. Si personne ne connaît la vraie histoire, si tout le monde croit au mythe, est-ce que le mythe devient en quelque sorte la vérité? Pas la vérité factuelle, bien sûr, mais la vérité culturelle, la vérité qui compte dans l'imaginaire collectif. Dracula est vrai, dans le sens où il existe dans nos esprits, dans notre culture. Vlad Tepes est vrai, dans le sens où il a réellement existé. Mais lequel a plus d'impact sur le monde moderne? Probablement Dracula. C'est une réalisation déconcertante pour les historiens. Nous passons nos vies à essayer de découvrir et de préserver la vérité historique. Mais que faire quand personne ne se soucie de la vérité? Quand le mythe est tellement plus attrayant, tellement plus vendeur, tellement plus amusant. Comment concurrencez-vous avec un vampire immortel quand tout ce que vous avez à offrir est un prince médiéval mort depuis longtemps? Peut-être que la solution n'est pas de concurrencer, mais de coexister. De reconnaître que Dracula le vampire et Vlad l'Empaleur peuvent tous deux exister dans notre culture sans se détruire mutuellement. Ils servent des buts différents. Dracula nous divertit, nous effraie de manière sûre, nous permet d'explorer nos peurs primales. Vlad nous enseigne l'histoire, nous montre comment les gens vivaient et pensaient au XVe siècle, nous donne un aperçu d'un monde très différent du nôtre. Les deux ont de la valeur, les deux méritent d'être préservés,
Mais nous devons être clairs sur lequel est lequel. Nous devons enseigner aux gens que Dracula est fiction et Vlad est histoire. Que les deux sont liés mais distincts. Que profiter des films de vampires ne signifie pas qu'on comprend l'histoire roumaine. Et maintenant, alors que cette longue nuit touche à sa fin, que retenons-nous de cette histoire ? Qu'un prince valaque a régné avec une cruauté extraordinaire au XVe siècle, qu'il a combattu les Ottomans avec courage et brutalité, qu'il a été trahi, emprisonné et finalement tué, qu'il est devenu, contre toute attente, le vampire le plus célèbre de l'histoire, qu'il est à la fois héros et monstre, selon qui vous demandez, mais au-delà des faits, il y a quelque chose de plus profond. L'histoire de Vlad nous parle de la nature du pouvoir, de la moralité, de la mémoire. Elle nous demande, quand la cruauté est-elle justifiée ? La fin justifie-t-elle les moyens ? Comment jugeons-nous les gens du passé ? Comment nos propres actions seront-elles jugées par les générations futures ? Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais elles valent la peine d'être posées. Car si nous ne réfléchissons pas à ces questions, si nous ne luttons pas avec la complexité morale de l'histoire, alors nous n'apprenons rien. Nous transformons l'histoire en simple divertissement, en conte moral simpliste, et nous ratons l'opportunité de vraiment comprendre notre passé et peut-être d'améliorer notre présent. Vlad Tepes était un homme, pas un vampire. Il a vécu, respiré, saigné. Il a connu la peur, la colère, l'ambition. Il a aimé son pays à sa manière brutale. Il a combattu pour ce qu'il croyait juste, même quand ses méthodes étaient horribles. Il était profondément imparfait, profondément humain. Et c'est ce qui rend son histoire si fascinante, car en lui, nous voyons le potentiel humain pour à la fois la grandeur et l'horreur. Je vous invite maintenant à proposer des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un like si ce récit vous a captivé. Il y a tant d'autres histoires où l'histoire et la légende s'entremêlent, tant d'autres figures fascinantes à découvrir. Que vos rêves cette nuit soient moins sanglants que ceux de Vlad l'Empaleur. Bonne nuit.